bonjour à tous. On est un petit peu perdu en fait, parfois on se demande un petit peu ce qu'on fait là. On n'était pas forcément intégré. C'est un petit peu un exercice qui est comme une page verte, comme la Guyane, qu'on va essayer de faire maintenant, puisque c'est une première présentation d'urbanisme qu'on va faire. Et on était un petit peu rodé sur toutes les problématiques environnementales au niveau architecture, ce qu'on faisait depuis une vingtaine d'années, 35 maintenant. Et donc on essaie de passer, de mettre tout ça en application un petit peu au niveau de l'urbanisme maintenant. Donc je vais vous resituer quand même rapidement pour tous ceux qui ne connaissent pas la Guyane, comme énormément de monde sur cette planète pense encore que c'est une petite île du côté de l'Amérique du Sud. On est juste au-dessus du Brésil, sous le Guyana, 95 000 km² de forêt, 2 habitants au kilomètre carré. Donc en fait, dans la déontologie que j'ai pu mettre en place en allant là-bas pour 4 mois et en y restant maintenant depuis 33 ans, c'était de se mettre au cœur de la forêt, d'aller vivre avec le bois et d'avancer dans ce sens-là. Le meilleur moyen de lutter pour ce pourquoi on lutte et de faire le ver dans la pomme et donc de s'installer dans la forêt, un petit peu comme un Saïmeri. Ça passe pas, c'est où? C'est là? Attends, c'est là. Hein, on va faire là. Hein. Donc notre merveilleux département est couvert à 96% par la forêt. On a plus de 400 000 espèces végétales et animales. On était à 1800, on en découvre à peu près 200 tous les ans de nouvelles espèces d'arbres, d'où cette vocation un petit peu à l'architecture et à la construction bois. Un pays magnifique, des forêts qui ressemblent un petit peu probablement à celles de Guinée équatoriale, un climat tropical avec 3,50 m de pluie par an, les alizés réguliers, une hygrométrie un petit peu élevée. Depuis 2 ans d'ailleurs, on a quand même reçu plus de 5,60 m d'eau par an. Donc 8 millions d'hectares de forêt. On a, à mon sens, la forêt la mieux gérée du monde, puisqu'on prend 5 arbres à l'hectare. On a une exploitation d'à peu près 75 000 m3 par an. On est inscrit PEFC, bientôt FSC. Donc je vous le disais, on prend 5 arbres par hectare, sur un taux de renouvellement tous les 60 ans, uniquement. Donc je vous passe rapidement le couvert forestier, les 40 essences utilisées. Deuxième secteur de l'emploi, donc des gros arbres. C'est pour vous situer un petit peu la suite de la démarche. On a monté énormément d'institutions, de labellisation sur la qualité environnementale amazonienne, des associations, la structuration de la filière bois pour la construction avec l'Interprobois. On a un laboratoire qui a été monté aussi, qui est l'équivalent du FCBA à Bordeaux, où on permet de faire nos essais. Donc c'est toujours dans le sens d'anticiper la commande et essayer de s'équiper pour pouvoir construire correctement avec des essences qui sont assez méconnues, toujours, au niveau des classifications européennes, puisque malheureusement on est dans un département européen, donc on est sous le couvert des eurocodes, et la plupart des classifications étaient faites par extrapolation, donc on essaye de travailler dessus depuis une trentaine d'années. Énormément d'organismes de recherche aussi, dans tous les domaines. Sur les matériaux, la création de nouveaux matériaux, on a l'IRD, l'Arstom, le CNRS, l'UMR Ecofog avec l'université, etc. Donc qui travaillent beaucoup. La brique, donc la mecque du bois, la xylothèque du CIRAD en fait, où on a tous les échantillons de plaquettes, des endroits qui m'ont renversé quand je suis pénétré dedans. Des projets magnifiques comme un dirigeable pour l'exploitation forestière. Le projet est parti, Ariane Group s'est mis dans l'histoire et on devra avoir les 2 premiers prototypes en 2027 sur Cayenne. Donc qui devrait révolutionner pas mal la prestation au niveau de l'exploitation forestière, entre autres.
Et donc voilà, un petit contexte. Dans ce contexte-là, donc on a un établissement public qui est censé gérer tout l'aménagement de ce territoire énorme et très peu occupé, très multiculturel, puisqu'on a une quinzaine de familles, on va dire, de populations qu'il faut gérer, qui se passent malgré tout pas trop mal. Et donc là-dessus, on est un peu sur une page verte, en fait. Il y a eu 23 territoires opérations d'intérêt national qui ont été définis sur la Guyane, qui sont labellisés de temps en temps Écoquartier, NF Habitat, des démonstrateurs de villes durables. On a monté quelques clubs des villes équatoriales durables, etc. 600 logements engagés NF Habitat, 349 en normes HQE et 6 écoquartiers aménagés par les PFAG, c'est-à-dire une partie infinitésimale des besoins qu'on peut avoir sur la Guyane, puisqu'on double la population tous les 10 ans. Il faut en moyenne 6600 logements par an nouveaux. On a l'année dernière passé le cap des 50% de logements indignes, enfin bidonvilles ou non déclarés. Et donc c'est une croissance démographique absolument affolante. Et donc avec ces territoires d'éoliennes, on est là sur cette page verte à se dire faudrait que je crée une ville ou un quartier de ville. En l'occurrence, on a récolté celle de l'entrée de ville de Saint-Laurent-du-Maroni, qui dans 2 ans sera pratiquement aussi gros que Cayenne. Et là, on nous demande de faire, avec la locomotive de la prison, mais on va en reparler, un espèce de quartier de ville. Donc on est à 7 km du centre, c'est extrêmement compliqué de faire une entrée de ville à 7 km du centre-ville historique d'une ville existante. Donc je vous le disais, 6600 logements, besoins de logements par an, les 60% de logements indignes, tous les besoins de décarbonation des opérations, la gestion des chantiers verts, le stockage de carbone, la frugalité dont on parlait hier, les AMO environnementales à monter sur les opérations qui ne sont toujours pas équipées au niveau de l'EPAG, toute l'harmonisation de toute l'usine à gaz française de réglementation, de SAR, de SCOT, de PLU, de ZAN, etc., où il faut mettre tout ça en convergence. Les cahiers de prescription qui ont été établis sur certaines opérations, on va en reparler un petit peu après, où on essaie d'associer la complexité de tout, de l'urbanisme, de l'architecture et du paysage. Toutes les études préalables dont parlait Antoine, on va les évoquer là, puisqu'on a réussi à faire des simulations aéroliques sur le projet. Les clubs des villes durables, on essaie de faire la ville de demain dans une complexité qui est parfois difficile à gérer, puis on se demande si vraiment on doit le faire, et peut-être plus laisser faire les gens, un petit peu comme on était hier sur Volga Plage, pour faire une ville pas chiante, et puis quelle sera cette ville de demain. Je pense que dans tout l'arc Caraïbe, Amérique du Sud, etc., on sera, et on est à même d'être les précurseurs de ce que sera cette ville de demain avec le réchauffement climatique. Et quel bonheur d'entendre toutes les réflexions qu'on peut avoir depuis 2 jours. Donc toutes les contraintes d'environnement, de fouilles archéologiques et d'études environnementales sur l'opération, on a identifié le petit scarabée à tête jaune à 8 pattes, la grenouille d'Androbat qui va être là, etc. Et donc on est obligé de composer avec tout ça sur les plans d'urbanisme, en plus de la complexité qu'on avait sur toutes les réglementations, etc., où la France est quand même la meilleure au monde en matière de réglementation. C'est insupportable. Et qu'est-ce qu'on devrait se détacher de l'Europe en Amérique du Sud. Donc, je vais compléter un petit peu au niveau urbanisme ce que disait Antoine hier sur le côté scientifique un petit peu de l'approche, y compris en urbanisme. On aura beau faire les bâtiments les plus efficients qui soient en matière d'architecture, ça on y arrive maintenant, c'est rentrer dans l'ordre du réflexe, dans ce qu'on peut produire. Mais on pourra faire le bâtiment le plus efficient qui soit si 6 mois après, il y a un immeuble de 12 étages qui se construit à côté, dans l'axe des vents dominants. On aura un petit peu travaillé pour rien.
Donc intégré dans les plans d'urbanisme, on a en Guyane une structure en peau d'orange en fait de petits mornes superposés, des alizés en bord de mer qui sont moyens, on passe jamais les 100 km/h. On n'est pas sismique, on n'est pas cyclonique, mais on a une espèce de grosse rugosité de la forêt en fait qui vient perturber la ventilation naturelle qu'on vient rechercher. Tous les effets canyon au niveau urbain, je vais en reparler un petit peu après. Toutes les problématiques de diagramme d'enthalpie, de polygones de confort, parce que l'essentiel de quoi, même au niveau de l'essentiel de ce que nous, on a à faire dans notre désir d'introjection, c'est de cibler sur le confort de l'homme, que ce soit au niveau habitat ou au niveau urbain. Et donc gérer toutes ces distances de recomposition de l'air sur les plans urbains, l'albédo du sol, la course du soleil, quels végétaux on va utiliser, pour quel motif, quel îlot de fraîcheur on va créer, quel cheminement doux et ombragé on va faire, etc. Donc tout ça, ça s'appuie sur des données un petit peu scientifiques et des simulations aéroliques qu'on utilise beaucoup au niveau à la fois de la topographie et des données. Alors il y a des données qui sont récupérées au niveau de la NASA, il y a différents sites qui viennent récupérer et recomposer en fait sur les sites sur lesquels on intervient. Parce qu'on a des roses des vents généralistes, un petit peu qui ont été établis sur des moyennes, mais il est toujours important, sur chaque site, de revenir recomposer la nature des vents dominants. On a les moyens maintenant de faire des simulations à 50 cm du sol, à 1 mètre, à 3 mètres, à 15 mètres, à 50 mètres, et donc de manière à avoir une approche très fine de cette ventilation naturelle. Et je reparlais sur ces mornes. Dans cette structure en peau d'orange de la Guyane, à la fois pour les écoulements de l'eau, mais pour tous les fluides, et donc l'air, on est obligé de s'adapter, parce qu'il y a une espèce d'adhérence en fait à ces mornes qui fait que les vents dominants ne sont plus forcément valables suivant le territoire sur lequel on intervient. Donc on fait toutes ces simulations. On a eu la chance de la faire, on les a poussés, on les a obligés à les faire sur les 4 OIN de Saint-Laurent-du-Maroni, parce qu'il y en a 4, qui représentent un paquet de population, puisque chacune d'elles représente à peu près 4500 personnes, sauf Margaux où il y a très peu de monde. Donc là, je vous parlais d'une page blanche et d'une page verte, là on va écrire un nouveau quartier de ville et d'entrée de ville dans la forêt. On utilise en fait, il y a un énorme projet de centre pénitentiaire et de paix et de justice qui va se créer dedans, je vais vous montrer. Et on utilise ce projet qui démarre en ce moment comme locomotive pour accélérer la procédure sur cette OIN qui sera un des premiers à décoller. Il y a à peu près 500 logements à faire. Donc on a fait faire ces études aéroliques de simulation sur les 4 quartiers OIN de Saint-Laurent. Il y en a qui sont plus en centre-ville. Il y en a qui sont au nord, en bord de fleuve. On a souvent cet effet canyon du fleuve qui focalise un petit peu la ventilation des vents dominants. Et donc pour saisir et capter ce potentiel de ventilation qu'on a. On s'est malheureusement rendu compte que le potentiel était extrêmement faible parce qu'on est à une vingtaine de kilomètres du littoral. Et que notamment pour la prison, ça allait être assez problématique et qu'il fallait trouver des solutions, parce qu'un détenu dans sa cellule à 40 degrés, il n'est jamais très calme. Et donc il y a eu pas mal de recherches de fait là-dessus, y compris pour les habitants qui seront autour. Donc ce projet va drainer énormément de satellites et de populations. On estime à peu près à 600-800 personnes, les personnes qui vont devoir s'installer dans ce nouveau quartier d'entrée de ville de Saint-Laurent. Et donc c'est un petit peu complexe, on se pose des questions en permanence, les programmes changent en permanence, donc on travaille sur des solutions flat, des solutions twin, est-ce qu'on fait 200 logements, est-ce qu'on fait 600 logements, etc. Et c'est en permanente évolution. On est à l'échelle du temps urbain, ça fait déjà 4 ans qu'on travaille dessus, ça sortira normalement d'ici 2 ans pour peut-être 10 ans, donc la complexité de l'urbanisme est parfaitement exprimé. Donc on a défini un petit peu tous ces systèmes de ventilation. Je vais faire vite. Ça, c'est une autre étude qu'on avait fait sur un quartier existant dans Cayenne, mais pour montrer, comme l'expliquait Antoine, l'utilité de ces simulations aéroliques où on est intervenu malheureusement trop tard. C'est un nouveau quartier de Cayenne, un quartier de l'université, où on est revenu un petit peu en post-opératoire,
pour démontrer un petit peu la méthodologie qu'on pouvait avoir au niveau urbain. Et on s'est rendu compte que la trame Vierre, qui est une trame carrée coloniale, comme on a un petit peu sur Cayenne, qui avait été reprise comme modèle de structure d'îlot, était orientée à 45 degrés de ce qu'il aurait fallu. Et donc on avait des effets canyon. On a, avec ces logiciels, ces météodines sur Nantes, en fait, on croise tout ce qui est pression de façade, hygrométrie et température. Et donc, on arrive à définir des zones de non-confort, qui sont les points rouges que vous pouvez voir ici, et qui nous permettent, normalement, en phase d'étude, d'affiner et de retravailler les projets. Là, c'était trop tard, on a juste démontré l'incohérence de la chose. Donc on recroise à volonté tous les paramètres avec la direction du vent, l'orientation du vent, on définit toutes les pressions de façade, etc. Exactement le même travail qu'on fait en architecture, mais qu'on passe maintenant à un niveau urbain pour éviter de faire des erreurs. Je ne vous dis pas que c'est des solutions, mais ça évite beaucoup d'erreurs sur la volumétrie, l'épannelage général des bâtiments suivant qu'ils sont climatisés, ventilés naturellement, etc. On a en Guyane une orientation à 90 degrés entre l'inertie d'un bâtiment climatisé et un bâtiment transversal haut, fin et peu épais en ventilation naturelle. Donc il faut gérer tous ces paradoxes. C'est un pays de paradoxes complets. Et la campagne de communication qu'ils avaient faite sur la Guyane, personne ne vous croira. Je vous le confirme, il faut venir voir. Donc on peut aller très loin. Là, je redescends une fois qu'on est passé à l'échelle urbaine. On a fait aussi des simulations sur des projets où on peut descendre jusqu'à l'échelle de la lame d'air de jalousie, à 2 cm, pour définir les vitesses d'air, comment va traverser l'air dans le logement, etc., etc. Je ne m'éternise pas. Il faut intégrer toutes les contraintes de trame verte, trame bleue, enfin tous les urbanistes connaissent un peu tous ces termes. Des essais qui ont été faits donc, sur des écoquartiers, sur Cayenne, avec des voies, des routes en latérite de ciment, toutes les circulations douces en bois, etc. On va travailler pas mal bien évidemment, le bois, on le fait au niveau de la construction, mais on fait de la transition maintenant sur tout ce qui est ouvrage d'art, cheminement. On essaie de travailler énormément sur tous nos projets aussi, tout ce qui est plantation. Donc, comme dans beaucoup de projets en métropole maintenant, on essaie de planter du fruitier pour donner des limites aux parcellaires avant de pénétrer dans la forêt primaire. On essaie de gérer le stress hydrique, puisque je vais pas vous saper le moral aujourd'hui, mais on est quand même mal barré sur l'Amazonie, très mal barré. Et donc préserver le végétal, à ramener du fruitier, utiliser les déchets de bois, l'exploitation forestière en bois et énergie. Donc avec tout le panel de végétation qu'on a utilisé, en fait, comme quand on utilise les bois, les différentes essences à différents endroits dans les bâtiments, on veut utiliser le végétal à différents endroits et suivant la fonction qu'on veut lui appliquer. On travaille sur cette opération aussi sur l'assainissement, extrêmement compliqué au niveau réglementation, un peu comme l'eau potable et les problèmes qu'on peut avoir en France sur la réglementation. Paradoxalement, on fait des opérations d'assainissement autonome, puisque l'objet de cette opération est d'en faire un petit peu un quartier exemplaire. Je pense que l'exemplarité dans quelques années sera l'autonomie de chaque quartier et qu'on doit arrêter la dictature des réseaux, en fait, au niveau urbain. En Guyane, ce sont les bureaux d'études de VRD qui ont une dictature et qui imposent les plans d'urbanisme. Et je crois qu'inévitablement, on doit tendre à une autonomie des quartiers, à une autonomie des logements. Et paradoxalement, sur l'autonomie, notamment au niveau de l'assainissement de ces filtres plantés à roseaux, il y a d'autres techniques qui sont des systèmes à macrophytes, etc. On peut le faire sur des opérations d'une trentaine d'équivalents habitants et pas à l'échelle d'un ménage. Parce qu'il y a un lobby de la fosse septique qui est intervenu sur les institutions en Guyane qui nous empêche de le faire. Donc on va le faire quand même. Donc on a différentes échelles à gérer, donc des héliconias, hein, c'est juste des petits roseaux à couper une fois par an.
On a fait l'étude sur le quartier de Margaux. Là, on a à peu près 500 logements à faire. Le bureau d'études a fait une étude de raccordement à une lagune dans Saint-Laurent, la lagune de Fatima. Il y a à peu près pour 5 millions d'euros juste pour raccorder les 7 km de ce quartier à la lagune de Fatima. Ramené au nombre de logements, on a 8 000 euros par logement pour faire de l'assainissement autonome. Donc il n'y a même pas à se poser la question, on est à la moitié du prix de ce que ça coûterait si on voulait renvoyer les eaux. De la même manière, on va essayer de gérer l'autonomie en eau, puisqu'on a des micro-forages qui peuvent produire 1 mètre d'eau par jour. Le photovoltaïque, les sanitaires secs, etc. Mais donc là, c'est sur des échelles beaucoup plus importantes qu'on peut gérer aussi au niveau urbain. Je suis plus sur une dimension vraiment familiale, en fait, et des petites entités qu'on va regarder après, des petites entités de 6-7 logements. On a un territoire qui est juste énorme. On est en train de faire des quartiers d'une densité inouïe, parce que une minute, oula, on passe vite. Assainissement, toutes les problématiques. Et on va passer au logement. Donc voilà, on est sur un bout de forêt. Et il faut qu'on intervienne là-dedans. Entre 3 et 500 logements, 70 hectares. Je vous passe sur toutes les études qui ont été faites. Une centrale biomasse qui doit être faite pour la zone avec des granulés importés du Canada. Tous les essais de candélabres, de mobilier urbain qu'on va mettre en œuvre. Les fondations en bois brut, les grandes portées, les fondations, les pales planches, les ponts, même pour les poids lourds, etc. Donc on a développé maintenant beaucoup de techniques qui nous permettent d'éviter le béton, de construire en bois. J'adore cette photo. Gérer les eaux de pluie, puisque 3,50 m par an, c'est énorme et c'est une grosse problématique de gestion des eaux de pluie. Et donc on est arrivé à dessiner tout ce quartier sur à peu près 300 hectares. On n'a pas eu le temps de vous sortir le film, mais on le fera peut-être une prochaine fois. Et donc pour positionner un petit peu tout ça dans la forêt, essayer de faire un espèce de quartier de ville avec toutes les aménités, avec tous les équipements, 2 hôtels, une cité scolaire, des plateaux sportifs. Et donc de positionner tout ça correctement avec toutes les contraintes que je vous ai évoquées, y compris une zone artisanale qui sera autour de la prison, que voici. Donc avec tous les problèmes politiques qu'on a eu sur la chose, parce qu'on est sur la terre de l'ancien bagne, la mairesse de Saint-Laurent ne voulait absolument pas entendre parler de cette prison et de ce palais de justice en entrée de ville, le traumatisme du bagne. Et donc ils nous ont imposé de ne absolument pas l'apercevoir depuis la route, alors que l'État nous demande de faire un projet régalien en fait, de l'institution, de l'État, et qui doit forcément être mis en valeur et lisible. Donc on a réussi à les convaincre quand même de mettre pas mal de bois et pas mal de briques. C'est les 2 matériaux biosourcés qu'on utilise en Guyane. Et pour arriver, la salle des pas perdus, avec pas mal de bois, pas mal de ventilation naturelle, beaucoup moins sur la prison, mais il y a tous les équipements satellites qui seront réalisés, les filets anti-hélicoptères et toute la partie logement dont on va vous parler un peu, Will. Alors ça, en introduction, ce sont des espèces de logements universels que je travaille depuis une trentaine d'années, qu'on va essayer de produire sur le quartier, où on va essayer de s'affranchir des contraintes d'orientation, de ventilation, etc., pouvoir les personnaliser, que les gens se les approprient. Et bien évidemment, on ne fera pas les logements, mais on essaie d'appliquer ce modèle sur le plan d'urbanisme qu'on vient de réaliser. Sur cette opération, on a pu identifier 3 zones où on a proposé 3 zones différentes avec des logements différents pour des usagers différents. Vu que c'est un projet en accompagnement à la cité judiciaire, on aura beaucoup de types différents d'usagers. On aura des fonctionnaires, il y a évidemment les locaux, etc., etc. Du coup, on a essayé de, par exemple, là vous voyez la crique blanche, c'est comme ça qu'on l'a nommé. C'est en gros des logements individuels, mais c'est ce qu'on cherche depuis le début, c'est avoir un certain type d'autonomie sur ce type de logement.
Alors là, si je continue, ça c'est l'autre zone qui s'appelle les Wallonnes Est, et ça c'est les Talweg. Là, c'est les 3 zones qu'on a identifiées. Par exemple, les Talweg, on a aussi proposé de logements collectifs, pas seulement le logement individuel. Ça, c'est une image de à quoi ça ressemble le logement collectif. Et ça, c'est une image à quoi ça ressemble à peu près le logement individuel. Comme Franck disait tout à l'heure, on propose différentes façons de configurer et rassembler les logements, parce qu'il faut évidemment que ce soit aussi rentable. Et par exemple, on a commencé à travailler avec un prototype évolutif. Là, on commence avec un T1, qu'on a appelé ça les blocs d'urgence. En gros, on a un bloc en béton où tu as ton bloc sanitaire et tu as ta zone de cuisine. Et on a aussi, comme Franck disait, la Guyane, on a une culture des randonnées très très présente et presque tout le monde, ils ont des hamacs. On a tous des hamacs. Et c'est ce qu'on propose dans les blocs d'urgence. C'est pour un tout petit budget. On essaie de s'adapter au budget de l'usager. Et là, c'est la version la plus compacte, on va dire. Et du coup, on a la cuisine, la salle des bains et on a aussi une zone pour accrocher ton hamac. En fait, on amène le minimum, l'assainissement, un point lumineux, de l'eau. Et puisque la France est en train de faire un bond en arrière de 30 ans en Guyane, j'étais venu il y a 35 ans en travaillant sur ces problématiques d'autoconstruction et d'autofinition, devant l'incapacité des services de l'État, des SEM, etc., à produire 6600 logements par an, on revient à se dire, mais en fait, les gens construisent très bien tout seuls, un peu comme à Volga, et on a des quartiers de 4500 personnes où ça se passe très bien, c'est propre, c'est très bien tenu, ils ont du photovoltaïque en toiture, ils ont leur système d'eau, etc. Donc, on fait un bond de 30 ans en arrière et on revient à ces problématiques d'autofinition et d'autoconstruction même. Parce qu'il y a une culture là-bas qui le fait très bien. Et donc on a essayé de trouver ce modèle personnalisable et évolutif sur les décohabitations de ménages, etc. On va du studio, du bloc d'urgence jusqu'au T7 et on va essayer de mettre ça à disposition et de le produire à grande échelle. Et par rapport aux moyens de l'usager, là on a une version un peu plus, qui coûte un peu plus que le bloc d'urgence. Mais on propose aussi des façons d'utiliser différents types de matériaux. Si on a envie de faire un remplissage avec du contreplaqué, on a utilisé une trame, on a défini une trame structurelle qui suit un peu les dimensions du marché pour, par exemple, les contreplaqués. Contreplaqué, c'est un élément très, très commun en Guyane. Et on a proposé ça pour les façades. Mais on peut également, de la même façon, utiliser d'autres matériaux comme la brique de terre crue, et d'autres moyens. Là, on voit, par exemple, on est la version en T5 avec un rez-de-chaussée complètement libre pour utiliser un endroit un peu plus social et la famille elle habitera plus au-dessus. Là, on voit aussi les différents types de terrains qu'on a en Guyane, en pente forte, pente légère, en savane, en zone inondable, où on laisse les rez-de-chaussée libres et les gens habitent au R+1. Et aussi dans les marais, parce qu'il y a beaucoup de marécages en Guyane. Et voilà. Vous m'entendez? Oui, ça va? Non? Pas de retour? D'accord. Oui, allô? Voilà. Très bien. Merci, messieurs. Nous allons sans plus tarder passer aux 20 minutes de critique. Donc j'appelle sans plus tarder Maria Samaniego, qui peut s'asseoir si elle veut. Et par visioconférence, nous aurons aussi Gustavo Moré de la République dominicaine. Donc juste, je vais vous présenter les deux. Donc le temps que tout le monde se connecte et que tout le monde s'installe, vous pourrez rester ici si vous voulez, messieurs, ou vous asseoir. Ce sera peut-être plus confortable pour vous. Donc juste pour vous présenter les critiques, donc Maria Samaniego d'Équateur était architecte diplômée de l'Université centrale d'Équateur. Elle se distingue par son expertise en design urbain et architectural. Elle est invitée à des conférences nationales et internationales par le monde. Donc, elle a été finaliste de la 5e Biennale Ibero-Americana, d'architecture d'urbanisme à Montevideo.
et elle a reçu des distinctions telles que la mention d'honneur aux American Architecture Prize en 2017 en tant que présidente de la Biennale panaméricaine d'architecture de Quito et de Decomodo. Vous vous souvenez, les jeunes, on en a parlé tout à l'heure. D'accord. Et elle joue un rôle clé dans la préservation du patrimoine architectural équatorien moderne. Ça vous va? Gustavo Moré qui est en connexion avec nous. Vous allez bien, monsieur? Comment estás, señor? Ok. On n'entend pas, mais on va l'entendre tout à l'heure. Donc je le présente. Il est architecte dominicano-italien. Il est né en 1953, d'accord. Il a marqué l'architecture dominicaine depuis les années 1980. Il est lauréat de nombreux concours. Il a notamment contribué à des projets emblématiques tels que l'ambassade d'Italie et la Cour suprême de justice. Actif dans l'enseignement et la préservation du patrimoine, il a également remporté des prix internationaux. En tant que président du Docomodo dominicain, il coordonne des études sur l'architecture et l'urbanisme. C'est à vous, messieurs, madame et monsieur. J'espère qu'on en reçoit. C'est bon? Qui veut commencer? On peut commencer par Maria. Très bien. Espero por el... ¿O sigo? Está bien. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes acá, Frank y Wellington, en la mesa para conversar un poco de lo que nos han presentado el día de hoy. Creo que quiero empezar un poco intentando hilar lo que hemos conversado en estos días, intentando hablar un poco sobre el tema de patrimonio. Patrimonio, hemos hablado mucho sobre patrimonio construido, sobre el patrimonio inmaterial, sobre la historia, sobre la memoria, y creo que es importante también este abordaje que se tiene o que hemos escuchado ahora de ustedes del patrimonio natural, que es un patrimonio que lo tenemos tan cerca. Mi país, del Ecuador, también es un país amazónico, y sabemos la vulnerabilidad que tiene y las condiciones que pueden estar afectando lo que va a ser el patrimonio, a pesar de que es un territorio inmenso del patrimonio amazónico, pero sabemos que puede ser vulnerado de manera muy fácil. Creo que me interesaría conversar un poco sobre esta aproximación que han tenido ustedes, su oficina, sobre este análisis técnico y científico tan preciso. Creo que estas reflexiones se repiten cuando hablamos de… ¿Cómo hemos estado hablando sobre este concepto de intervención, que es que no estamos inventando nada o haciendo obra nueva todo el tiempo, sino que siempre estamos interviniendo un edificio patrimonial, interviniendo en una ciudad o interviniendo en la naturaleza. Y esa reflexión creo que es una reflexión o una actitud que yo creo que es positiva, que creo que viene desde la humildad o desde la reflexión de que no es importante la arquitecta, el arquitecto, sino lo que se hace y al servicio de quien se lo hace. Este análisis tan exhaustivo, tan preciso que se hace en un inicio, creo que da las herramientas para la propuesta que ustedes hacen después, la propuesta difícil de incorporar o de crear o de construir un barrio o un alojamiento para tantas personas. 600 viviendas es una responsabilidad enorme. Y creo que luego, más allá, la propuesta que ya se presenta dentro de la arquitectura o de la propuesta urbana o de la implantación de estas viviendas, se ve claramente que hay una simbiosis o se junta este análisis científico de la realidad, pero también con el saber hacer, para que lo que somos las arquitectas y los arquitectos, que tenemos un conocimiento técnico, tenemos un conocimiento de ordenar, de proveer de habitación principalmente.
Me parece muy interesante este sistema que ustedes han planteado o han propuesto de este sistema progresivo, por ejemplo, de viviendas que pueden ser también, abordar el tema de la autoconstrucción me parece muy importante. Nosotros en las ciudades latinoamericanas tenemos entre el 60 y el 70% de informalidad en la construcción. Y creo que lo más grave de eso es la falta de seguridad que tiene esta autoconstrucción. No tiene condiciones de seguridad ante las vulnerabilidades naturales, principalmente sísmicas, de tifones, etcétera. Entonces, proveer herramientas o sistemas para que esta autoconstrucción sea eficiente, sea segura y tenga un acompañamiento técnico, me parece que es una propuesta muy acertada, muy inteligente y que estoy segura que va a tener una gran aceptación. Tengo una pregunta, una inquietud, que es ya en el tema, digamos, el tema arquitectónico. Considero que es una excelente propuesta porque resuelve estos espacios intermedios, resuelve desde la técnica también se reconoce estas formas de vida, la hamaca, los espacios intermedios, la sombra, etcétera. Tengo una inquietud sobre la parte ya comunitaria o urbana. ¿Fue posible o se intentó hacer algún trabajo con las personas que van a vivir ahí, con las que se supone que van a vivir ahí, no sé, trabajos de socialización? Porque creo que esa es una forma también interesante de abordar esta construcción de un nuevo barrio o una nueva ciudad. Creo que eso por ahora. Gracias. Oui, tout à fait. Dans l'équipe, on a bien évidemment toute une équipe de sociologues qui travaillent sur des enquêtes publiques. Là, c'est bon? Ok, bon, celui-là, il fonctionne. Donc, Monsieur Moret pour la deuxième critique, et ensuite, messieurs, je vous promets, vous pourrez répondre. Donc, vous avez quelques minutes, Monsieur Moret. Sí, buenos días, saludos a todos. Igual que ayer, quiero disculparme por mi inútil francés, que me ha permitido entender bastante de la presentación de este grupo que admiro tanto, Diana, ¿no? Pero que también no he podido captar todo al 100%. Y sentí que María planteó una pregunta que no se respondió completamente, ¿no? Y yo también quería hacer algún par de preguntas antes de dar mis breves ideas respecto al proyecto, ¿no? Pero fundamentalmente me interesa saber cómo en países como la Guyana, ¿no? Y otros países de origen, digamos, cultural, francófono, cómo se definen los programas de acción en esos territorios. Esos territorios que son amplísimos y muy ricos en términos ecológicos y sumamente ricos en términos vegetales, ¿no? O sea, ¿qué agencia se encarga de organizar esos proyectos y de llamar a concurso o de asignar a un arquitecto para su desarrollo? Me gustaría, digamos, comprender un poco la burocracia que existe en ese proceso. Uno como arquitecto quizás acostumbrado a trabajar más directamente con un cliente, de buenas a primeras se encuentra con que el pliego de requerimiento para la solución y la asignación y finalmente la ejecución del proyecto
me da la impresión a mí, ¿no?, de que es muy abundante y sumamente exigente. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, quiero ya más bien comentar dos aspectos fundamentales del proyecto que a mí me parecieron de una poética sorprendente, ¿no? Lo primero es el análisis de lo verde, cómo en el proyecto de ustedes ha habido una discriminación de especies, una identificación de especies, y ha habido además un aprovechamiento arquitectónico en sí de las especies que han escogido o que parecen que van a escoger en el proyecto, ¿no? Eso creo que enriquece muchísimo la propuesta y que le podrá dar además una identidad muy particular a esta arquitectura de la Guayana, porque nosotros, si bien cada día más se acepta a nivel de acción pública, de proyecto público, se pide y se insiste en los temas de sostenibilidad ambiental, sobre todo vegetal, ¿no? Pero en el caso de ustedes que tienen ese potencial enorme, me parece sumamente interesante cómo se dedican a comprender lo que existe y a utilizar discriminadamente esas especies dentro del proyecto, ¿no? Ese es uno de los comentarios. El otro que quiero hacer, y es una pregunta que quiero hacerle particularmente a Frank y a Wellington, que me sorprendió desde que vi por primera vez el PDF que me mandó David para ir estudiando el proyecto. Ustedes están conscientes del libro Ayupa, el libro que escribió John Newell Lewis en Trinidad y Tobago. Ayupa. ¿Conocen ese libro? No. No lo conoce nadie ahí. Qué cosa extraña. Pues quiero comentarles algo. Ese es un libro escrito en los años 80 y es un libro escrito por un arquitecto trinitario que además de estudioso, o sea, además de proyectista como arquitecto, era un estudioso de la arquitectura histórica de Trinidad y Tobago. Y él parte de una hipótesis en ese libro, que incluso es un dibujo suyo que está en la portada del libro, que es un boceto de 4 pilotes de madera, un techo a 4 aguas de cana y una hamaca. Y él dice que toda la arquitectura del Caribe, pero en particular la arquitectura de Trinidad, surge de ese esquema que es, en cierta forma, un prototipo platónico, ¿no? Es la idea platónica de habitar en el Caribe. Estar sobre el nivel de piso, pero estar también solamente protegido por un techo. Este proyecto de Young Architecture Group es el primer proyecto que veo que adapta una actitud formal proveniente de ese libro, de ese análisis de Newell Lewis en Ayupa, y quizás ellos, sin darse cuenta, de una manera inconsciente, han utilizado ese esquema básico, ¿no? De un peristilo de piezas de madera verticales, de estructuras de columnas, un techo a 4 aguas y el tratamiento progresivo de una serie de espacios internos que permiten una periferia libre alrededor del volumen bajo el techo, ¿no? Pero que adopta una fórmula que fue muy común en los años 60 y 70 en toda América Latina, que eran los llamados proyectos de lotes y servicios. O sea, eran proyectos en los cuales
la municipalidad o el gobierno central, que era que proveía el terreno a los usuarios, ¿no? Asignaba un lote generalmente muy escaso, de unos 100 metros cuadrados, 150 metros cuadrados como mucho, y construía precisamente un techo, un baño y una cocina. Y daba como camino, ofrecía el camino a los usuarios, a los propietarios eventualmente, de ir completando la arquitectura hasta llegar a ser una casa que respondiera a los intereses de cada uno de los propietarios. Yo te tengo una pregunta. ¿Cómo se definieron los lotes en este proyecto que estamos viendo hoy? O sea, hay lotes de qué dimensiones, esos lotes son propiedad del usuario, cómo se le asigna a ese usuario o a ese propietario ese lote. O sea, cuál es el origen de la tierra y cómo esa tierra es asignada al proyecto. Por favor, me gustaría escuchar esa respuesta. Bon, je vais répondre un petit peu aux deux en même temps en fait. Donc c'est donc l'établissement public foncier d'aménagement de la Guyane qui s'occupe de ces 23 territoires et beaucoup d'autres territoires en Guyane, qui est un établissement national, qui est un aménageur en gros. Donc on a des candidatures avec des équipes complètes. Donc bien évidemment on a des sociologues, des anthropologues, etc. dans les équipes pour travailler sur les différents territoires qu'on va avoir. La démarche qu'on a eue sur ce territoire, elle est compliquée. Ce à quoi on aboutit dans le modèle dont tu me parles, que je connais un petit peu quand même, c'est justement de ne pas s'assigner de marquage culturel. On a les premiers habitants de la Guyane amérindiens, bien évidemment, qui est une culture encore hyper présente et qui m'a servi un petit peu depuis 35 ans de modèle et de mode d'habiter. On a après toute la culture Bushinengue, Noir-Marron, qui leur a succédé, puis enfin la culture créole, maintenant haïtienne, maintenant syrienne, maintenant brésilienne, etc. Et il faut absolument trouver une architecture détachée de toute cette culture à la base de ce qu'on va produire, et qu'ensuite eux se l'approprient en fonction de leurs différentes origines ethniques. Donc le modèle qu'on a dessiné en fait peut être personnalisable au gré de chaque famille, etc. Ce qui est compliqué dans la gestion de ce genre de plan d'urbanisme, parce que là on a pratiquement 400 hectares, donc on a défini des zones, il y avait des parcelles agricoles, donc, les parcelles qu'on a définies pour les lots libres, donc qui seront attribuées vides, mais avec l'assainissement, le forage pour l'eau potable et éventuellement le bloc d'urgence minimum que les gens s'approprieront après pour le terminer. On a tout calpiné sur des planches de contreplaqué de 122 par 244. Donc c'est-à-dire qu'on peut sortir un logement excessivement peu cher. Il y a un concours qui vient d'être réalisé en Guyane, Totem, un toit pour l'outre-mer, où on devait sortir des T4 pour la somme de 40 000 euros, ce qui est juste pas possible là-bas. Donc laissons les gens faire. On a juste à offrir l'eau, l'électricité, l'assainissement, et après les gens se débrouillent très bien, comme ça c'est fait, je vous dis, depuis 35 ans en Guyane. Donc là, dans le plan d'aménagement d'urbanisme qu'on fait, donc c'est un appel d'offres sur des candidatures, des équipes et des répartitions. Après, on travaille dessus de manière assez longue, avec toutes les études préalables. Mais on ne fait qu'un plan de quartier, c'est une proposition d'aménagement. Donc il y a les parties de l'eau libre qui seront attribuées après enquête, etc., enquête de ménage, de population. On essaye de cibler un petit peu pour ne pas se planter sur ce qu'on a à faire. Mais après, ça sera attribué, morcelé, avec les différentes sociétés d'économie mixte qu'on a sur la Guyane, qui viendront, eux, faire appel à d'autres architectes pour intervenir. Et c'est là qu'est le danger. C'est qu'on ne contrôlera absolument plus la qualité de ce qui va être fait derrière. Donc on essaye de positionner en évaluant le risque, de produire un plan de quartier cohérent,
quoi que ce soit qui soit fait dessus fonctionnera à peu près correctement, malgré tout, avec tous les concepts de la ville du quart d'heure, de toutes les aménités à proximité, de cet assainissement autonome, etc. Donc c'est assez compliqué de gérer. Bien évidemment, on va tout faire pour essayer de travailler dessus, mais on n'a aucune garantie quant à ça, Gustavo. Gustavo, para responderte en No español. entendí. Wellington, dime. Sí, para responderte en español, para Por responderle a favor. María también, que primero para María, que sí, en el equipo tenemos sociólogos que se ocupan de hacer encuestas públicas, que van al terreno y, por ejemplo, en Margot hay también habitaciones informales, pero no hay tantas, entonces como que fue más o menos fácil el manejo de la encuesta y sí, hubo una proximidad con la gente de allá, con los locales. Y para responder a la pregunta de Gustavo, Frank ni yo conocemos el libro de Trinidad, pero Frank está como que familiarizado con la idea de los 4 pilotes y el techo. Y como tú decías, es verdad, inconscientemente nosotros aplicamos ese concepto porque en realidad es muy simple. En la Guyana también es algo que se aplica mucho, de esos 4 pilotes y un techo, una estructura de madera muy básica. Y tu pregunta sobre los lotes, en realidad esa zona, ese perímetro de interés nacional, el Estado eligen esos perímetros normalmente en zona cuando hay muchos lotes que no son privados, que pertenecen al Estado. Y nosotros propusimos, acompañado con Seura Urbanistas de París, que diferente tipo de lotismo, diferente tipo de lote, dependiendo del usuario, del perfil del usuario, porque tenemos diferentes usuarios acá. Aquí tenemos gente que va a ser funcionario, que va a trabajar en el proyecto, porque si viste en la presentación, es un proyecto de vivienda que viene en acompañamiento con una gran ciudad de justicia, como un proyecto de una prisión que va a estar un poco más detrás, y toda la gente que va a estar empleada por ese proyecto necesita una vivienda. Entonces nosotros proponemos... Pero los lotes van a ser entregados como un donativo a los usuarios, o sea, se les va a regalar el lote. No, es vendido. Ah, ok. Yeah. Okay. Es vendido. Y no es tanto regalado, así es más vendido. Pero los usuarios que viven ya en el sitio, evidentemente habrá un tipo de acompañamiento, probablemente de indemnización, porque vamos a acompañarlos a mudarse en una habitación un poco más digna, que no sea tan informal y donde se sientan seguros en caso de inundación, etcétera, etcétera. Yo creo que a mí se me agotó el tiempo que me habían dado, ¿no? Les felicito, de verdad que es un proyecto de una gran poética y les pido como por tercera vez que en la revista nuestra, Archivos de Arquitectura Antillana, seríamos más que felices de publicar sus obras. Ojalá pudiéramos después de esto continuar un intercambio por internet que nos permita eventualmente ponernos al día con respecto a lo que hemos estado haciendo. ¿Okay? Los saludo de todo corazón a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes desde tan lejos. Un abrazo. Muchas gracias. Vous avez déjà l'habitude. Maintenant, nous allons passer cette fois-ci à 10 minutes de questions pour rester dans le timing. Donc, avez-vous des réflexions par rapport à ce qui a été dit, par rapport au projet, mais aussi aux critiques? Donc, n'hésitez pas à prendre le micro. Qui voudrait prendre la parole? N'hésitez pas, soyez pas timide. Levez la main pour vous exprimer. Il y a quelqu'un? Monsieur Romney veut prendre la parole. Bonjour Franck. Évidemment, il faut qu'on échange, il faut qu'on parle.
Alors, tu as dit des choses en introduction sur le fait de... Et pour moi, c'est une question préalable. Et j'aimerais avoir ton avis sur le fait d'avoir cette entrée de ville, alors je mets des guillemets, puisque toi-même tu en as mis beaucoup, cette entrée de ville à 7 km de la ville. Et on a senti plusieurs fois ton hésitation, et j'aimerais avoir ton sentiment, justement, et c'est un peu la première question de Gustavo Moré, j'aimerais avoir ton sentiment sur le fait d'avoir créé cette unité de vie, cette unité de ville, voilà, aussi loin de l'espace de la ville. C'était la chose la plus compliquée, bien évidemment, et c'est ce concept d'entrée de ville, au sens commun auquel on pourrait l'entendre, a bien évidemment été abandonné. Là, on est plus parti et on réoriente beaucoup plus la chose sur un espèce de quartier satellite, éco-quartier, ou quartier exemplaire d'une ville durable équatoriale de demain, qui servent un petit peu de tête de pont pour démontrer un petit peu ce qu'on serait en capacité de faire malgré les réglementations et tout. Mais bien évidemment, on ne peut pas gérer une entrée de ville à 7 km. Il faut savoir qu'avant d'arriver à Saint-Laurent, il y a 270 km de route en forêt où il n'y a pratiquement rien, et qu'on arrive sur Saint-Laurent à 140 km/h, qu'on décélère en bas de la pente, et pour entrer dans une relation apaisée avec la ville, qu'on voulait ralentir en fait au niveau de ces aménités-là et de ce micro-quartier, mais qui sera fatalement un quartier satellite, mais qu'elle a croisé en fait d'autres grandes voiries nationales qui devraient être construites dans peut-être 20 ou 30 ans pour relier Mana et passer par le sud de Saint-Laurent, puisque déjà à Saint-Laurent, on a des embouteillages de 3 heures pour rentrer à certaines heures dans les mouvements pendulaires sur Saint-Laurent. On est déjà une ville qui est pratiquement comme Fort-de-France. Donc, on a oublié ce concept d'entrée de ville, bien évidemment. C'est là, en fait, on va faire un quartier de ville au service de la cité du ministère de la Justice. Va drainer énormément de la zone artisanale et de compléter un petit peu les équipements dans une dimension un petit peu plus naturelle et plus écologique que sur Saint-Laurent, avec des hôtels, quelques commerces, des bureaux, et donc tout un volet de fonctionnaires aussi. La cité judiciaire va drainer pratiquement 600 fonctionnaires, et on a eu une demande très forte du ministère de la Justice de faire des choses extrêmement qualitatives, parce que bien évidemment, personne ne veut aller travailler sur Saint-Laurent. Donc on a eu cette chance aussi d'avoir une vraie demande de qualité et de standing sur ce qui sera réalisé là-bas. Merci. Il y a une autre question ici. Oui, Franck, je suis cachée. Ce qui apparaît pas en fait sur le plan, c'est que l'Oyenne de Margaux est au carrefour de la RN1 et de la RD9, donc qui fait l'embranchement avec la commune de Mana. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, Saint-Laurent et Mana sont deux villes avec un fort patrimoine historique et des centres-villes très marqués, quadrillés, avec des identités qui pourtant sont très différentes. Et j'aurais aimé savoir du coup comment est-ce que ce secteur en fait, qui vient à l'embranchement de ces deux villes majeures de l'ouest de la Guyane vient créer du lien et ramène du service sur ce territoire. On ramène du service de proximité à vraiment longue échéance. On est aussi sur les futures voies qui sont prévues dans les schémas d'aménagement régionaux, puisque l'aéroport du centre-ville de Saint-Laurent doit être délocalisé et relocalisé dans la zone. Ils cherchent un petit peu des terrains plats, parce qu'on a une structure géologique qui n'est pas vraiment faite pour. Mais en fait, on va se retrouver sur le rond-point, dans le centre de l'aménagement qu'on fait. C'est 80% du flux entre Mana et Saint-Laurent qui passe par cet endroit. C'est pour ça qu'on avait voulu une relation apaisée et ralentir un petit peu tout le monde sur ces zones-là. On s'est malheureusement confronté à une mairesse absolument bornée et absurde qui nous a collé un rond-point de 60 mètres de diamètre sur lequel on pourra mettre une jolie statue. Ça, c'est un gros échec de l'étude qu'on a pu mener, et il n'y a rien eu à faire, parce qu'on avait aussi derrière les services de l'État, l'ADAL, etc., toutes les connexions à une route nationale.
c'est une usine à gaz pour réussir à les décider de faire une voirie de plus, un croisement, un cheminement piéton, une passerelle, etc. Et donc on est confronté à énormément de paramètres et de paradoxes aussi sur ce type d'aménagement. Donc il faut gérer en permanence le politique, le social, et puis essayer de s'adapter et trouver des choses qui, malgré tout, fonctionneront sans qu'on puisse en avoir une garantie absolue, quoi. Une question là-bas. Bonjour. Oui, dans cette thématique de partie d'entrée de ville, en fait, à 7 km de la commune, ce qui m'interroge beaucoup, c'est plutôt la stratégie à moyen-long terme du territoire, puisque en fait, vous créez un nouveau quartier qui finalement crée une zone urbaine, donc une classification d'urbanisation. C'est sûr que votre stratégie de respect en fait, de l'écosystème et d'intégration de cet écoquartier dans l'écosystème va quand même ouvrir dans les stratégies d'occupation des sols. Donc, vous parliez de plus de postes, etc. Ça va ouvrir quand même une zone naturelle à une urbanisation. Et donc, potentiellement, ces 7 km qui séparent cet écoquartier de la ville vont sûrement, dans une stratégie à moyen long terme, être transformés en zone urbaine. Donc, juste une dernière précision, du coup, dans votre, je pense, dans l'idéal, ce serait que dans cette transformation, il se calque pour les années à venir sur votre démarche d'éco-quartier, mais le risque quand même, c'est avec cette demande de 6 000 logements par an sur le territoire, que on ouvre juste en fait des nouvelles zones urbaines et qui ne vont peut-être pas respecter la philosophie de l'écoquartier que vous créez. Voilà. On est entièrement d'accord. Le problème, ce que j'évoquais, c'est que je ne maîtriserai absolument pas la suite de l'opération. C'est pour ça qu'on essaye au maximum de limiter, bien évidemment, les SEM qui vont intervenir sur le projet. Je vous dis, nous, on évalue que le quartier serait vivable à 200-300 logements maximum. Il est fort probable qu'ils en fassent 1000 ou 1200. Ça, on le gérera pas, à moins qu'on ait ensuite derrière une AMO environnementale qui continue à gérer la chose, qui valide les permis de construire des autres architectes qui interviendront sur la zone, etc. Mais sinon, on ne fait que positionner un idéal d'écoquartier, mais sans malheureusement maîtriser ce qui se passera par la suite. On ne va réaliser que les aménagements, donc on va définir quand même le parcellaire. On est parti là sur des parcelles pour les attributions de diffus et de logements individuels sur des parcelles de 1000 m², de manière à ce que les gens puissent avoir une quasi-autonomie, voire alimentaire, ou au moins une possibilité d'agriculture vivrière sur leurs parcelles. On fait en ce moment sur la Guyane des lotissements avec des parcelles de 150 m² qui sont des absurdités vu l'espace qu'on a avec des clôtures de 3 mètres d'eau en agglo autour de chaque maison. Enfin, il y a encore du travail. Merci beaucoup. Nous allons donc sans plus tarder